Merci d'être sur RTI 1 ce samedi soir à la une de l'actualité. L'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, le point des projets phares tels la ligne 1 du métro d'Abidjan. Voilà les questions au centre de la rencontre des présidents français et ivoiriens hier vendredi à l'Élysée. C'est la première rencontre de l'année 2019 des deux chefs d'État. Jean-Louis Moulot a été investi ce matin à la tête du conseil municipal de Grand-Bassam. Le vice-président ivoirien a présidé cette investiture et les plus hauts cadres du RHDP présents à cette cérémonie officielle ont assuré le conseil municipal bassamois du soutien du parti. Du tourisme, dans cette édition, nous irons à la découverte de Béomi, le véritable centre du pays. S'il a toujours été connu à travers l'ex-vallée du Bondama qui prend en compte les régions de Gbeke et du Hambol, le véritable centre du pays avec les références exactes du Bénet se situe à Béomi. Au Nigeria, l'élection présidentielle prévue ce samedi 16 février a été reportée au 23 février prochain. L'annonce a été faite 5 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Après une réunion d'urgence, la commission électorale a déclaré que ce décalage va permettre de traiter des questions importantes. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce 16 février. Il y a tout juste 2 jours, les amoureux de nombreux pays du monde célébraient la Saint-Valentin. Et pour la page culture de ce soir, on parle d'amour, on parle de relations sentimentales, de vie de couple, de trahison et aussi de regrets. Si c'était à refaire, un livre de 142 pages signé d'une plume légère et facile à lire. Aïssata Bassa-Touré, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Alors, merci à vous d'être sur ce plateau et on vous retrouve dans une trentaine de minutes. Un plaisir partagé. Merci. À tout à l'heure. Et on démarre l'actualité à Paris avec la rencontre Ouattara-Macron hier à l'Élysée en France. Les présidents ivoiriens et français ont parlé de plusieurs sujets liés à la coopération bilatérale entre leurs deux pays, notamment la poursuite des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, un ouvrage entièrement financé par la France et lancé le 30 novembre 2017 à Ouattouré. La dernière rencontre entre les chefs d'État français et ivoiriens remonte au 12 novembre 2018. C'était au lendemain de la célébration du centenaire de l'armistice. 3 mois plus tard, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se retrouvent de nouveau au palais de l'Élysée. Un tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie à laquelle ont pris part le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, a permis aux deux délégations de faire un tour d'horizon de l'actualité sur le continent africain, mais aussi de passer en revue les relations bilatérales. Nous avons parlé de la coopération bilatérale. Bien entendu, vous connaissez les relations entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, qui sont des relations excellentes. Les progrès sont impressionnants en Côte d'Ivoire et nous avons également parlé du dernier sommet de l'Union africaine et l'agenda 2063 qui a été confié à la Côte d'Ivoire, le financement de l'Union africaine et également le changement de leadership au niveau de la conférence des chefs d'État du président Kagame et du président Sissi. Nous avons évoqué un certain nombre de questions régionales qui sont bien évidemment importantes pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la France. Et les questions spécifiques ivoiriennes ont concerné notre volonté de maintenir le programme du métro et d'assurer son financement et de travailler à la mise en œuvre rapide de l'Académie pour la lutte antiterroriste. Sur le métro, nous avons, vous savez, un linéaire de 37 km et demi. Évidemment, quand il y a des avant-projets sommaires, bon, c'est des termes très techniques, on se rend compte quelquefois que les montants sont très élevés, dehors de l'enveloppe qui avait été arrêtée avec le groupe STAR, le groupe d'entreprises françaises. Donc nous travaillons à faire en sorte que le financement du métro soit à l'intérieur de ce qui a été arrêté au départ.
Répondant aux questions des journalistes présents à l'Élysée, le président Alassane Ouattara a donné plus de précisions sur l'exécution du plan social du gouvernement sur la période 2019-2020. J'ai dit que l'année 2019 et l'année 2020 sont les 2 années du social. La Côte d'Ivoire a eu des performances économiques parmi les meilleures au monde. Depuis 7 ans, nous avons des taux de croissance annuels d'environ 8% par an, un taux d'inflation très bas, de 1 à 2%, une maîtrise des dépenses publiques, un déficit budgétaire de 3 à 4%, et j'en passe. Donc c'est un pays qui est bien géré au plan macroéconomique, les performances sont là, les infrastructures ont été construites, nous avons amélioré l'accès à l'eau potable, à la santé, aux écoles, à la santé, mais nous avons pensé qu'il fallait faire un effort particulier sur le social, puisque beaucoup de gens nous disent oui, tout ça va très bien, mais au niveau de la réduction de la pauvreté, nous ne ressentons pas de manière effective donc les progrès. Et c'est vrai que le taux de pauvreté a baissé en dessous de 50%, de 40 à 45%, alors que nous étions largement au-dessus. Et nous avons concentré plus d'1,2 milliard d'euros de dépenses sur ces 2 années, en complément des dépenses déjà dans le budget, pour cibler un certain nombre de dépenses précises. Par exemple, si vous allez dans une région et que les pompes villageoises ne fonctionnent pas par manque de réparation, ce programme social le fait. S'il y avait des poteaux d'électrification qui ont été là, mais que malheureusement l'électricité n'était pas arrivée, nous approvisionnons immédiatement la localité. Nous avons mis en place un programme d'électricité pour tous. Au lieu de 150 000 francs CFA pour que le particulier puisse brancher l'électricité, ce qui fait quand même plus de 200 €, nous avons mis un système où avec 1000 francs CFA, on peut avoir de l'électricité et payer le reste sur 10 ans. Le chef de l'État a également réagi au débat sur la fiabilité du franc CFA. J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Les gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Et c'est une monnaie, bien sûr, pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun. Outre le projet de métro d'Abidjan, les lignes de l'amitié ivoiro-française s'écrivent également avec la phase 2 du contrat de désendettement et de développement CDD, un mécanisme de financement de projets de développement qui vaut 738 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. On quitte Paris pour la ville historique de Grand-Bassam sur le sol ivoirien. Le nouveau conseil municipal de la ville a été installé ce samedi. Il est dirigé par Jean-Louis Moulot, qui a pour principale mission de mener des actions de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations bassamoises. Et les attentes sont nombreuses en la matière. Mama Traoré. Grand-Bassam, ville historique, Grand-Bassam, ville touristique, Grand-Bassam, cité balnéaire et première ville ivoirienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une renommée internationale quelque peu ternie ces derniers mois par des tensions politiques nées de la dernière élection municipale.
La page électorale tournée, les défis quotidiens de développement refont surface, des défis communs à tous les Bassamois, toute obédience politique confondue. Quand il pleut à Grand Bassam, on constate de l'eau qui stagne par endroits. Et puis, surtout au niveau des infrastructures routières, nous attendons beaucoup du maire. En tant que femme, on aimerait que le maire subventionne nos projets. Parce qu'on a besoin de financement pour pouvoir réaliser nos projets. Ce que nous on veut plus encore, c'est d'avoir des emplois pour les jeunes. Jean-Louis Moulot, le nouveau maire de Grand Bassam, dit être bien conscient de la tâche qu'il attend. Investi ce samedi 16 février par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il s'engage à être à la hauteur des attentes des populations. Je m'inscris donc résolument dans la logique de la cohésion, de la paix, de l'unité entre les fils et les filles de Grand Bassam, sans parti pris et sans exclusive. Je considère que c'est le moment d'appeler tous les enfants de Grand Bassam au rassemblement. C'est le moment de faire taire nos divergences pour faire de Grand Bassam ville historique, première capitale de notre pays, la porte d'une Côte d'Ivoire nouvelle, unie, solidaire et émergente. C'est donc le moment de tenir les 16 engagements pris lors de la campagne électorale. Ces engagements pour améliorer les conditions de vie des populations et contribuer ainsi à l'essor socio-économique de Grand Bassam. Et pour mener à bien cette mission, ce nouveau conseil municipal de Grand Bassam peut compter sur le soutien du RHDP et de ses plus hauts cadres avec à leur tête le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils étaient donc nombreux ce samedi à assister à la cérémonie d'investiture de Jean-Louis Moulot. Mama Traoré. Place Carrefour Jeunesse de Grand Bassam ce samedi. Près d'une dizaine de membres du gouvernement, avec à leur tête le vice-président de la République, venu investir Jean-Louis Moulot dans ses nouvelles fonctions de maire de la commune de Grand Bassam. Je crois, mesdames et messieurs, à la capacité de Jean-Louis Moulot, au regard de sa foi dans le développement, pour avoir servi dans l'équipe du modèle de développement qu'est Alassane Ouattara. Ce qui lui reste à faire, Jean-Louis Moulot, c'est de faire comme le président Alassane Ouattara, son mentor, de faire en sorte que la croissance et le développement de Grand Bassam soient à l'image de celle que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a imprimée à la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale. Pour les hauts cadres du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la victoire de Jean-Louis Moulot à l'élection municipale est la preuve que Grand Bassam adhère à l'idéologie oufouettiste. Aujourd'hui, il est à noter que cette victoire est une victoire qui marque la présence du RHDP ici à Grand Bassam et la présence du président de la République Alassane Ouattara ici à Grand Bassam. Grand Bassam veut poursuivre son développement avec le RHDP. Oui, Bassam veut poursuivre son développement avec le président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Chère population de Grand Bassam, vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous avez choisi quelqu'un qui a la confiance des premières autorités de ce pays-là. Je pense que vous devez être fiers du choix que vous avez fait parce qu'avec Jean-Louis Moulot, le développement sera une réalité ici. Et le vice-président Daniel Kablan-Duncan d'assurer le nouveau conseil municipal et les populations bassamoises du soutien constant de l'État. Je voudrais saisir l'opportunité de cette rencontre pour lancer, au nom du président de la République, un appel solennel à la paix, à la discipline, au travail, au rassemblement pour poursuivre l'œuvre de construction de notre chère Côte d'Ivoire. En effet, nous devrons préserver la paix, l'entente et la cohésion sociale, porteuse de développement durable et de progrès partagés. C'est l'héritage premier que nous a légué le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, de qui nous réclamons tous. Entre autres projets que le gouvernement compte lancer cette année à Grand Bassam, la réouverture de l'embouchure, le prolongement de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam à Samo ou encore la réhabilitation des bâtiments historiques du quartier France.
On reste sur la scène politique qui enregistre ce samedi la naissance d'un nouveau parti politique. Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire devient à compter de ce jour RACI toujours, mais Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale constitutive en a déterminé. Le premier congrès est annoncé pour avril prochain. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le RACI, le réseau des Amis de Côte d'Ivoire, mouvement né d'une initiative de fédérer les opinions autour des valeurs d'union et de démocratie, devient un parti politique. Désormais, le RACI sera le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et se veut un parti d'opposition sur la scène politique ivoirienne. La formation a pour idéologie le social-démocrate et elle se donne pour credo solidarité, justice, travail. L'objectif, c'était de créer le parti. Et tout parti politique, c'est la prise du pouvoir d'État. Nous pensons aujourd'hui que nous pouvons modestement apporter notre contribution à la construction de notre démocratie et surtout à participer à un débat politique qui doit être au service des Ivoiriens. Le parti souhaite également promouvoir la réconciliation nationale et la paix. Nous sommes une nation qui comprend 62 ethnies, une nation du nord au sud, une nation de l'est à l'ouest, une nation du centre qui doit vivre nécessairement ensemble. Le président du parti annonce la création d'un groupe parlementaire du nom du Rassemblement à l'Assemblée nationale. En avril prochain, le RACI tiendra son premier congrès. Le système éducatif ivoirien connaît des perturbations depuis quelques semaines. Les mamans indignées, une association affiliée à la société civile, a fait une déclaration que nous vous proposons d'écouter. Nous, mamans indignées, saluons les initiatives contribuant à trouver des solutions durables à cette crise qui compromet l'éducation et l'avenir de nos enfants. Saluons le gouvernement pour les efforts consentis et l'encourage à continuer de créer les conditions d'une éducation de qualité au bénéfice des enfants ivoiriens. Selon la haute vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Constatons avec bonheur l'engagement des syndicats à poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics afin de parvenir à une sortie de crise rapide. Exhortons tous les enseignants de Côte d'Ivoire à avoir toujours à l'esprit le sens de leur sacerdoce et à en œuvrer pour la réussite de nos enfants. Encourageons dès lors tous les enseignants de Côte d'Ivoire à s'inscrire dans la dynamique de la trêve sociale signée en 2017 avec le gouvernement. Encourageons les syndicats à agir avec un sens aigu de la responsabilité et du civisme pour le retour de la sérénité avec nos écoles. Lançons un vibrant appel à tous les enseignants de Côte d'Ivoire pour la reprise des cours dès le retour des congés de février. Nous vous invitons maintenant à la découverte du véritable centre de la Côte d'Ivoire. Il est connu à travers l'ex-vallée du Bondaman qui prend en compte les régions du Béquet et du Hambol. Mais avec les références exactes du Bénet, il se situe à Béoumi en face du lycée moderne. Un endroit méconnu et qui pourtant peut être une richesse touristique. Ce reportage de Kader Sogodogo nous permet de mieux comprendre. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. La localité regorge de nombreux sites touristiques. Le Bandama et ses poissons, des joyaux comme les deux ponts, le Goli, une danse bien appréciée, etc. Béoumi regorge également d'une autre richesse touristique méconnue à ce jour. Les scientifiques vous diront le point Pi, le véritable centre de la Côte d'Ivoire, identifié par le Bénet et l'ONUCI. Une borne azimut indique le site qui est en face du lycée moderne de la ville. On est venus ensemble, ils avaient leur appareil et lorsqu'ils ont interrogé les appareils, effectivement,
l'appareil a bien indiqué que c'était effectivement le centre. Et ils ont dit que c'était le centre azimut. Ils ont dit simplement que c'est comme si quand on plie la carte de la Côte d'Ivoire en 4 parties, le centre que ça retrouve au-dessus de cette carte-là, c'est là que ça se trouve, où je suis arrêté. Voilà. Et ils m'ont même donné ce jour-là tous les coordonnées GPS de ce lieu. Un site qui est une véritable richesse. C'est un endroit qui aujourd'hui peut apporter une grande promotion de la ville de Béoumi et de là partant de toute la Côte d'Ivoire, parce que du point de vue touristique, ça peut intéresser les Ivoiriens d'abord et tout l'extérieur de la Côte d'Ivoire de reconnaître que le stand de la Côte d'Ivoire est en ce point bien précis. Au-delà de ça, au plan spirituel, parce que nous sommes également spiritualistes, au plan spirituel, tout ce qui est point central pour un pays peut dégager beaucoup d'énergie positive lorsque nous venons là pour pouvoir invoquer le Créateur. Je souhaite que toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier viennent découvrir cet emplacement-là, car il est porteur de véritables intérêts pour toute la nation ivoirienne. Et nous souhaitons que les prières partent d'ici pour une véritable Côte d'Ivoire rassemblée et unie pour le développement de notre pays. À Béoumi, certaines personnes ignorent cette richesse. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Bouaké Yamoussoukro. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Bouaké. Heureusement que quelques personnes en savent davantage. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Béoumi, mon papa. Le travail forcé, comme les Blancs venaient ici et ils se sont renseignés, la Côte d'Ivoire, le centre, c'est Béoumi. Et c'est pourquoi j'ai su ça. Les autorités municipales entendent tirer profit de ce trésor naturel. On a de très bons projets pour rendre ce site-là un véritable site touristique pour attirer assez de touristes. Depuis l'arrivée de M. Jama Kouassi, nous travaillons pour rendre ce site un site touristique. D'ici là, le point Pi de la Côte d'Ivoire, le véritable centre du pays, reste dans la bourse, méconnu et inexploité. On part découvrir un autre site qui marque l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui va bientôt être, lui, exploité grâce au projet sur la route de l'esclavage initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est dans cette ligne droite que le ministre de la Culture et de la Francophonie a entrepris une série de visites de sites culturels. Direction la ville de Sassandra, où il a pu voir les traces laissées par l'esclavage clandestin. Sam Konan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. Je suis ici à Grand-Trevin, dans un tunnel qui aurait servi à la traite clandestine. Nos historiens sont en train de travailler pour rassembler toutes les preuves, mais d'après la population, d'après la tradition orale, toute cette zone a servi à l'esclavage. Le ministre Maurice Kwaku Bandama sur la route de l'esclavage. Sassandra ayant été une porte d'entrée et un comptoir pour l'esclavage clandestin, le ministre de la Culture et de la Francophonie est venu visiter les sites culturels de cette ville historique. La résidence du commandant du cercle, la résidence de vacances du gouverneur Benjé, le comptoir commercial, le monument aux morts, la paroisse bâtie en 1940, la grotte, le tunnel conduisant à la mer et la porte appelée porte de non-retour de Grand-Trevin ont été visités par le ministre avec des explications de sachants. Les Anglais sont venus en 1492. Leur chef de bord, c'est capitaine Fish. Le tunnel servait de passage des esclaves pour sortir à la porte de non-retour. Mais si on a jugé utile de creuser un tunnel et de faire à l'arrière de la côte un point de camouflage, ça ne peut qu'être à l'époque de la traite clandestine. Il reste maintenant pour nous autres chercheurs à trouver quels sont les négriers qui ont construit cette structure et qui ont pratiqué la traite clandestine ici. Le président de la République a décidé de restituer à Sassandra toute sa valeur économique en créant une zone de développement économique pour un coût de plus de 20 milliards de francs CFA. Cette zone de développement économique ne peut pas se faire sans la zone
de développement culturel qui naturellement précède la zone de développement touristique. Donc je suis venu pour, au nom du chef de l'État, lancer effectivement le démarrage de la zone de développement culturel qui nécessite d'abord que nous identifions tous les sites et monuments qui auront servi à l'histoire moderne, l'histoire ancienne, la traite, faire l'inventaire de tout le patrimoine immatériel pour que nous puissions inscrire certains biens, les danses comme on l'a fait pour le Zaouli et pour le balafon, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le président Ouattara, à qui nous devons dire merci, infiniment merci, veut restituer à la région de Boclé, à Sassandra Fresco, l'histoire. Parce qu'on a toujours fait d'autres lieux des patrimoines, mais il est bien que Sassandra mérite d'être patrimoine de l'UNESCO. Sassandra, ville historique, ville culturelle et touristique. La culture également au cœur du festival Escale de la commune d'Abobo. Cette 3e édition du festival fait la part belle aux danses africaines et contemporaines. Le percussionniste international Baba Touré veut ainsi promouvoir la culture ivoirienne et mettre la lumière des projecteurs sur les troupes artistiques de la commune d'Abobo. Serge Coléa. Rythme, couleurs et percussions à Abobo Anador pour le démarrage de la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo. L'événement, initié 2 ans plus tôt par le percussionniste ivoirien de classe mondiale, Baba Touré, gagne en intensité. En tant que professeur de la musique, en tant qu'ambassadeur de la culture, de la tradition, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de mettre quelque chose ici dans ma commune, dans mon pays, pour toujours continuer à défendre ma culture et ma tradition. Et aussi permettre aussi aux artistes et à la population de partager quelque chose ensemble, de vivre quelque chose en communion. Le contenu du festival, c'est d'abord présenter nos danses traditionnelles et ouvrir aussi un petit chemin aussi aux artistes locaux. Les Escales d'Abobo, c'est aussi un pont culturel entre la Côte d'Ivoire et le monde. Baba Touré, professeur de percussion basé en France, est venu avec une dizaine de stagiaires. L'objectif pour nous, c'est de parfaire la connaissance de la culture africaine, ivoirienne, de découvrir les masques, des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Ces jeunes ont montré qu'ils sont déjà imprégnés des réalités culturelles ivoiriennes. Parrain de ce festival, Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, a dépêché un de ses collaborateurs pour le représenter. Je voudrais donc saluer encore notre jeune frère, Touré Baba, qui fait honneur à notre commune et il a le soutien total du maire Ahmed Bakayoko. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur de ce festival qui s'achève le samedi 16 février. La Saint-Valentin, fête de l'amour, a été célébrée il y a tout juste 2 jours. Les amoureux ont marqué chacun à leur façon ce 14 février. Franco Adio a sillonné la capitale économique ivoirienne. Les rues menant à la Riviera, dans la commune de Cocody, sont bien calmes. Un calme trompeur dans ce grand hôtel. L'ambiance a une coloration particulière. Se dire oui, un 14 février. Le jour où les effluves de l'élan d'amour sont poussés à leur paroxysme, ils sont plusieurs à en avoir rêvé. Lui, il l'a réalisé. Jean-Michel Aunin, animateur radio-télé, a dit oui à Michaela. C'était justement calculé parce que c'est pour moi une manière très entière de dire à ma chérie que je l'aime beaucoup et que je l'aime pour toujours. Et il fallait marquer son esprit parce que aimer, c'est aussi marquer les esprits, c'est laisser à l'être aimé des souvenirs impérissables. Des personnalités du monde du showbiz, de la communication venues en soutien du glamour, ce jour de la Saint-Valentin, un moment précieux pour le couple à 8. Je pense que tous les jours on célèbre l'amour, mais c'est un jour qui est spécial, qui nous permet de marquer le moment, de faire savoir à l'être aimé que c'est un jour spécial pour nous. Direction Abobo, pour une ambiance plus chaude. La Saint-Valentin, l'occasion de faire de bonnes affaires. Plus de cartons aujourd'hui. Bon. Oui, c'est presque fini, il me reste pratiquement presque plus de poissons. Laissez les chiffres et les comptes. Revenons à l'amour. Aline et Jean, des jeunes qui disent vouloir se marier bientôt. Pour eux, ce 14 février a un cachet spécial.
Ousmane et sa femme sont ensemble depuis plusieurs années. Chaque Saint-Valentin est l'occasion de raffermir leur amour. L'amour, toujours, et le mot pour le traduire, c'est selon l'inspiration. Je t'aime chérie, c'est tout. Je lui dis simplement que je l'aime beaucoup, qu'il est tout pour moi. Pareil pour moi aussi, en tout cas, mon souhait, c'est qu'on reste ensemble pour toujours. Je dirais merci pour tout l'amour qu'elle m'apporte dans ma vie. Le 14 février, Saint-Valentin, les Abidjanais ont célébré l'amour, comme le disent certains, une célébration qui devrait être un acte permanent et quotidien dans le cœur et dans la pensée. Solitude est venue me voir, c'est mon amour à tort. Est-ce que mon âme l'aimera? L'amour, on en parle également dans la page culture de ce soir avec Aïssata Bassa Touré, auteure. Rebonsoir Madame Touré. Bonsoir Madame Foufaine. Alors dites-nous, est-ce que vous croyez en l'amour? Absolument, absolument. Absolument. Et que pensez-vous de cette fête, la Saint-Valentin? Je suppose que, en tant que musulmans, nous, on ne fête pas la Saint-Valentin, mais je pense que tous les jours de l'année sont des jours de l'amour. Quand on aime, tous les jours sont là pour cela, pour fêter l'amour. Fêter l'amour, ouais. Alors, et si c'était à refaire, oui. 142 pages de péripéties, c'est un roman de poche en 12 chapitres qui aborde les thèmes relatifs à l'amour oui. entre hommes et femmes. Un amour qui se solde généralement sous la plume de Aïssata Bassa Touré par la déception. Une déception causée par la jante masculine, avec en victime ces dames qui sont trompées, battues, humiliées. Alors Franck Kouadio nous propose son regard sur ce livre et on y revient. Très bien. Un homme, une femme, l'ingrédient de base pour une vie à deux réussie. Mais quand la relation s'édulcore, jeu de ping-pong et responsabilité partagée. Mais pas toujours. Si c'était à refaire, à la particularité de révéler les noirs dessins de la jante masculine en matière de sentiments. L'œuvre cloue les hommes au pilori car ils font preuve de bassesse. 12 chapitres, des peintures d'histoires de femmes tristes et isolées, victimes de l'infamie des hommes, des personnages attachants. Fazila, Amélia, Madame Oguntaski, des victimes des infidélités et de la perfidie masculine. Ces femmes, comme le dit l'auteur, à travers leurs personnages, arrêtent leur vie pour les hommes. Un livre, comme épidémie donc, a un état d'esprit, mais ce n'est pas qu'un procès. Pour pourfendre les hommes, c'est une messe écrite en faveur du dialogue des religions. Binta et Marius, musulmans et catholiques, vont s'unir pour le bonheur de tous. À la réalité, le livre est un visage plus humain, à l'ode de l'amour et à la vie à deux, rappel de la souffrance de la femme et quelques secrets de la gente féminine donnés aux hommes. Notez bien, une femme qui demande un temps de réflexion est une femme consentante. Merci à Franck Kouadio. Et nous aussi, nous avons lu ce livre, mais aujourd'hui, nous aimerions en avoir un résumé, comme il est perçu par l'auteur. Voir ce livre des yeux de l'auteur que vous êtes. Moi, j'ai toujours refusé de répondre à ce genre de questions parce que je me dis, j'ai écrit un livre et je voudrais voir les lecteurs, justement, se faire leur propre résumé. Il ne s'agit pas des idées de l'auteur, mais d'analyser plutôt des histoires vécues souvent, qui ne sont vraiment pas loin de la réalité. Et il serait pas de bon aloi pour moi de faire un résumé du livre. Non, pas vraiment. D'accord. Alors, on constate dans ce livre que toutes les histoires d'amour que vous relatez, en tout cas, finissent presque toujours mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, et comme le dit la narratrice. Oui, le reportage de Franck Kouadio. Ce sont des histoires qui sont réelles, que la narratrice a vécues et qu'elle raconte. Elle raconte ça de la façon la plus simple, et exactement comme ça s'est passé. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit un drame dans la mesure où ce sont des choses qui arrivent et tout le monde sait que ça arrive. Ce n'est pas parce que c'est dans un livre qu'on va croire que c'est un drame supplémentaire. C'est dramatique. Non. Alors, ça dépend aussi peut-être de l'angle sur lequel vous l'abordez. Dans le début du roman, vous mentionnez « Loin de moi, l'idée que les hommes sont tous imparfaits et que toutes les femmes sont parfaites, mais les hommes sont toujours les fautifs dans vos histoires. » Pourquoi?
Pourquoi? Oui. J'ai lu entièrement l'ouvrage. Toutes les histoires d'amour qui se sont mal terminées, c'était les hommes. Oui. Les hommes qui étaient les responsables. Oui. Pourquoi ce choix? Vous savez, on m'a déjà posé la question et je vais vous dire ce que j'ai répondu. J'ai dit non, ça c'était le tour des hommes, le tour des femmes arrive parce que souvent c'est pire que ce que les hommes font. Donc ça arrive. Mais pour le moment, ce sur quoi je me suis penchée, c'est ce que les hommes font en général. Donc, voilà. c'est une première partie. C'est juste une première partie. D'accord. Et vous dites aussi que les hommes qui ne se retrouvent pas dans ces histoires servent de modèle à l'humanité. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on manque d'exemples masculins, d'hommes qui se comportent bien avec leurs épouses? Ah non, justement pas. Justement, c'est pour ça que je dis que ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, il y a du bon et du mauvais dans toutes les choses. Hein. Les femmes, il y en a de bien, il y en a de pas bien, comme chez les hommes. Mais là, je suis une Africaine là, qui parle d'amour. Et je sais ce que l'homme africain, généralement, pense de l'amour. Vous voyez, c'est pour ça. Nous allons aller, d'accord, nous allons aller à la page 17. L'auteur rapporte une causerie entre femmes trompées par leurs maris respectifs. Le ton est assez léger. L'infidélité serait-elle devenue anodine, voire banale, en Afrique, puisque vous parlez de l'homme africain? Plutôt, oui, je pense. C'est mon idée, en tout cas. C'est ce que je crois. Malheureusement. Malheureusement. Même si je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et on continue, on part à la page 97. Vous avez écrit, je vais vous citer, « La voix de Dieu est claire, mais nous ne la suivons pas. Si les femmes essayaient de mieux cerner la nature du mal, le mal, l'homme avec petit h, elles sauraient que très peu d'entre eux méritent une confiance aveugle, surtout en matière de femmes, et les couples s'emporteraient mieux. » Est-ce qu'on doit entendre par là que la cause de l'homme est perdue et que les femmes doivent tout simplement s'en remettre à Dieu? Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'est parce que la plupart du temps, quand on discute avec les hommes, parce que je vais vous dire, il y a des hommes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, mais vraiment merci parce que tu nous as permis de nous revoir, de revoir notre comportement avec nos femmes. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont d'accord eux-mêmes, qu'ils font des choses que je juge souvent inutiles, que je juge méchants pour rien, alors que la vie est beaucoup plus simple que tout ça. Vous voyez, je ne pense pas... Non, c'est pas... Que ce soit une cause perdue. Non, c'est pas une cause perdue parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont merveilleux. Ils sont là, on les regarde et c'est pour ça que je voudrais que ceux-là servent d'exemple justement à tous les hommes. À tous les hommes. Voilà. Alors, tout n'est pas finalement aussi noir. Non, pas du tout. Donc, vous parlez de religion, vous parlez d'éducation. Est-ce que selon vous, l'éducation est un moyen pour la femme de mieux s'exprimer, d'être moins lésée, on va dire, dans les couples, dans les foyers africains aujourd'hui? Oui, l'éducation, c'est très important. C'est très important et parce que ça vous permet de vous affranchir de certaines choses. L'émancipation, en fait, ça devrait commencer par là. Au lieu de croire que je suis émancipée parce que je me dis que je suis l'égale de l'homme, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut s'éduquer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on dit. Et il faut que les gens comprennent que vous savez où vous allez et ce que vous dites. Vous voyez, il ne faut pas que vous tourniez en rond sur vous-même et à pleurnicher tout le temps au lieu de vous occuper de choses qui sont importantes. L'éducation donc conduit à l'indépendance économique. Oui, ça c'est sûr. Cette indépendance économique qui manque à certaines femmes, comme vous n'avez pas manqué de le signifier dans votre livre. Avec cette indépendance économique, qu'est-ce que la femme peut faire selon vous concrètement? Elle peut se rendre utile à la société. Elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut se rendre utile à elle-même déjà, son bonheur personnel, et puis à ses enfants et à toute l'humanité. Ok. D'accord. Vous parlez aussi du démon de midi. Ah oui, le démon. Qu'entendez-vous par le démon de midi exactement dans cette œuvre? Le démon de midi, c'est pour surtout les hommes qui ont été peut-être tout sages, même les femmes, qui ont été sages pendant tout le temps et puis qui réalisent brusquement qu'ils sont devenus vieux et qui veulent retomber en enfance et qui se prennent brusquement pour des jeunes gens et qui ont envie de recommencer les choses qu'ils auraient pu faire quand ils étaient jeunes, pour lesquelles on ne les aurait pas trop blâmés. Mais là, à commencer, là, on les regarde d'un air un peu bizarre quand même. Hein? D'accord. Le titre de votre œuvre, « Et si c'était à refaire ?» Quelle réponse donnez-vous à cette question maintenant que nous avons parlé de ces 142 pages d'histoire d'amour? J'ai jamais voulu donner de réponse à cela parce que vous avez souvent, les journalistes ont souvent tendance à demander est-ce que c'est votre propre histoire, qu'est-ce que vous auriez fait? Non, c'est pas mon histoire d'abord. Il faut que je dise, c'est pas mon histoire parce que ça aurait été trop costaud pour moi, pour mes épaules. J'aurais pas pu supporter tout ça. Mais ce que je me dis, si c'était à refaire, comme beaucoup de gens, on aurait certainement rectifié certaines choses et on aurait refait certaines choses de la même manière.
Alors, vous n'allez pas répondre à la question en tant que l'auteur, mais en tant que la narratrice. Dans ce livre, elle a parlé d'histoires d'amour, de personnes qui sont autour d'elle, de personnes qu'elle a rencontrées au hasard d'un détour, des histoires d'amour qui se passent mal, qui lui font, on va dire, un peu douter de l'amour, un peu douter de l'existence même. Et à la fin, il y a un mariage et elle se pose des questions et elle se demande, et si c'était à refaire Sous son regard à elle, quelle est la réponse à cette question? La réponse est que tout n'est pas perdu puisque ça se termine par quelque chose de joyeux, ça se termine par l'amour, par la manifestation de l'amour qui est ce beau mariage entre ces deux jeunes gens qui font qu'elle repense à elle-même déjà quand le jour où elle a dit oui à son mari. Vous voyez, donc tout n'est pas perdu, au contraire. Heureusement que tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir. Merci Aïssata Bassa Touré, auteur de Si c'était à refaire. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons terminer ce journal par l'actualité internationale au Nigeria. L'élection présidentielle prévue ce samedi 16 février a été reportée au 23 février prochain. L'annonce a été faite 5 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Et cela après une réunion d'urgence. La commission électorale a déclaré que ce décalage va permettre de traiter des questions particulièrement importantes. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et si c'était à refaire, nous en avons parlé. En tout cas, si c'était à refaire, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous inviterions à nouveau. Madame Aïssata Bassa Touré, merci d'être venue. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon samedi sur RTI 1.